Bonjour Valériane Edmond-Mariette. Bonjour. Comment ça va? Ça va. J'ai envie de dire Valériane. Non, mais c'est Valérie Anne. Il y a le tiret. Anne. Valérie-Anne. Et surtout pas Valérie tout seul. Non, et A-2-N. Exact. Un peu à l'anglaise, à l'américaine? Oui, sûrement. C'est papa et maman qui ont choisi. Donc voilà. Mais c'était aussi en hommage à ma cousine côté papa qui s'appelait Valérie. Et c'était la filleule de papa. Et donc en fait, maman a rajouté le Anne pour que ça fasse pas Valérie tout seul, puisqu'il y avait déjà d'autres Valérie dans la famille. Donc voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Valériane? Eh bien, je suis une Martiniquaise. Voilà, je suis doctorante en histoire, bientôt docteur, si Dieu veut. Et je suis une femme qui aime son pays, qui aime sa famille, voilà, et qui espère laisser une empreinte positive dans ce monde. Voilà. Apporter sa pierre, apporter sa pierre à l'édifice et aider au moins le quotidien de ceux qui m'entourent, aider à rendre leur quotidien mieux, quoi, améliorer, tu vois. Et tu es très famille? Énormément, très très famille. Tu es un élément d'une fratrie, enfin, c'est pas une fratrie. Une Adelphi. Une Adelphi. Ouais, on est 5 filles. Je suis l'aînée, ouais. Donc c'est un gros challenge, c'est particulier, comme on dit, d'être le troisième parent, parce que j'ai un grand écart avec mes plus jeunes sœurs, pratiquement 15 ans, 12 ans, 10 ans et 4 ans pour celle qui est la plus proche de moi. Mais c'est vraiment quelque chose de beau. La famille, c'est le premier endroit où on apprend à se dépasser, à accepter les autres tels qu'ils sont, à les aimer pour ce qu'ils sont, à se rendre meilleur, en fait. Donc, quand on apprend au sein d'une famille comme la mienne, on peut qu'essayer de faire pareil en dehors de la famille, quoi. Tu es historienne, tu es membre d'une Adelphi, donc tu es l'aînée de cette Adelphi, mais tu es aussi croyante. Oui, très croyante. Tu es aussi musicienne. Exact. Tu es aussi choriste à l'église. Exact. Très précisément, chantre liturgique, c'est le terme. Pourquoi c'est important, ça? C'est important parce que moi, c'est ma béquille, c'est ma boussole. Il y en a pour qui c'est le sport, il y en a pour qui ça va être la peinture, d'autres ça va être le yoga, voilà. Moi, c'est ça. J'ai grandi dedans, je me suis sentie bien. Ma mère nous a éduqués en tant qu'enfant. Ma mère est catholique, donc on a grandi à l'église catholique. On était chacune libre d'y entrer, de s'y installer, je vais dire les choses comme ça, comme on voulait. Mais moi, tout de suite, ça m'a permis d'avoir un équilibre, d'avoir un point d'ancrage, une boussole. Donc, c'est vraiment Dieu, la foi? Dieu, la foi. Ouais. Et l'Église aussi? L'Église aussi, avec toutes ses imperfections, que je suis la première à critiquer pour être dedans. Mais oui, l'Église aussi. En fait, ça fait vraiment partie de mon équilibre. C'est un pilier de ma vie. Et alors, on va venir à ton activité de doctorante. Donc, tu es doctorante en fin, tu seras bientôt docteur. Donc, doctorante en histoire avec un travail qui s'intitule « Faire mémoire de l'esclavage colonial en Martinique et Guadeloupe entre 1956 et 1998 ». Ça n'a pas changé? Ça a un peu changé. Ah, c'est quoi, pour les dates. C'est quoi les dates? C'est 1948, 1998. Mais bon, c'est normal que tu n'aies pas l'info. Les dernières fois qu'on a parlé, c'était 56 et 48, c'est pas banal, parce que c'est 2 ans après la départementalisation. Exactement. Mais je veux revenir à la foi et à l'Église. Peut-être en lien avec le fait que tu étais malade en 2016. Tu as été, on t'a diagnostiqué un lymphome, un cancer. Tu as fait de la chimiothérapie. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu avais fait une vidéo d'ailleurs aussi parce que tu tombais, il y a des gens qui te faisaient des remarques et tout. Donc tu as fait un peu une remise, comment dire, tu as mis les points sur les i. Mais cette maladie, est-ce que par exemple ta foi a été importante à ce moment-là de façon particulière? Alors, j'ai toujours été croyante. Oui. La maladie, c'est parce qu'il m'a poussée à croire, à cheminer. Je cheminais déjà, mais je pense que c'est un grand moment de conversion. Parce que je crois que quand on croit, quand on chemine, on a des moments, on a des étapes où c'est soit ça passe, soit ça casse, en fait. Et pour le coup, quand ça m'est arrivé, j'avais 27 ans, c'était il y a 10 ans. Et le hasard du calendrier fait que c'est exactement hier, il y a 10 ans pile. Au moment qu'on enregistre. Ouais, au moment où on enregistre cette émission, la veille, enfin hier. Donc, c'est le jour où on m'a dit, écoutez, il y a un problème. Il faut investiguer. Et moi, tout de suite, j'ai compris que c'était un cancer, même si je ne l'ai pas dit sur le coup. Mais en fait, ce moment-là est un moment où si je n'avais pas eu la foi, je ne suis pas certaine que j'aurais été en vie aujourd'hui. Parce que la chimio, parfois, c'est très, très compliqué, psychologiquement. Physiquement, oui, mais aussi psychologiquement, ça tue tout.
Et sans soulever des traumatismes pour celles et ceux qui nous regardent, si j'avais pas eu Dieu, peut-être que j'aurais pas réussi à suivre l'entièreté du traitement ou peut-être que j'aurais essayé de me tuer, clairement. Voilà. Alors qu'en fait, c'est pas du tout mon tempérament. Mais si je n'avais pas eu Christ, si je n'avais pas eu cette boussole-là, mon chapelet, ma Bible, ma messe, je serais pas là. Ça, c'est sûr. Tu es guérie? Je suis guérie aujourd'hui, oui. Ça fait 5 ans officiellement. C'était un chemin long. La guérison, c'est un moment où on ne comprend pas trop ce qui se passe quand même. Parce qu'on est tellement dans ce couloir où on est concentré sur, voilà, il y a tel examen, il faut faire ça, il faut suivre ça, que le moment où le médecin nous a appelés, mes parents et moi, j'étais un peu saisie. C'est vraiment en voyant mes proches réagir que j'ai pu me réjouir à mon tour. Et puis on se dit, mine de rien, ça nous traverse. Pourquoi moi, pourquoi pas d'autres? Mais précisément, quand on croit, quand on apprend qu'on est malade, pourquoi moi? J'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça et je comprends qu'on puisse l'avoir. Vraiment, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique là-dessus. Moi, j'ai pas eu ça. C'est un moment où, dans ma vie, je me suis sentie complètement abandonnée à Dieu. Parce que pour le coup, réfléchir à quelle thématique de thèse je voulais commencer, si je voulais rentrer en Martinique ou pas, enfin, voilà, le quotidien n'était plus du tout le même et je ne pouvais me baser que sur cette entité en laquelle je crois, qui me permettait d'être ancrée et de me dire, OK, c'est une seconde à la fois. Voilà. Donc, tu es créatrice de Lion l'Histoire, donc c'est des balades historiques. Donc, que tu as mis un peu en pause pour pouvoir faire ta thèse. Donc, tu avais des circuits, Foyal, Colonial, 22 mai, Songez Mince, 61 que tu faisais au Lamentin, mais bon, aussi Fort-de-France. Et là, c'est original, c'est une façon d'aborder la ville à travers l'histoire. Tu es historienne. On en vient maintenant peut-être à ta thèse. Donc, 7 ans de thèse. 7 ans, exact. C'est la moyenne pour les historiens et les historiennes. Mais tu faisais quand même un petit peu au Lion l'Histoire. En fait, c'est ce qui m'aidait à financer ma thèse, puisque j'ai pas eu moi, à part la bourse que j'ai eue. Tu as eu une bourse doctorale, d'études doctorales FME et Musée du Quai de Branly. Voilà, exactement, une bourse d'écriture. Pendant 1 an, j'étais en résidence au Musée du Quai de Branly pour écrire ma thèse. Mais avant ça, j'ai pas eu de financement. Donc, c'est mes balades qui me servaient à aller faire mes archives, plus mes parents, bien entendu, parce que c'est pas suffisant, à aller faire mes archives en Guadeloupe, à faire du terrain, à aller interroger tel artiste, etc. Et donc, pour le coup, oui, ces 7 années, c'est un long chemin, c'est des sacrifices, c'est des choix, mais c'est un beau chemin, c'est un très beau chemin. Et donc, c'est quoi l'hypothèse de ton travail? Alors, la grande question de ce travail, c'est de montrer comment, à travers les chansons, les artistes ont influé sur l'imaginaire que l'on se fait de l'esclavage et ont permis de construire une mémoire de l'esclavage, et particulièrement ce que j'appelle, après 2 chercheuses qui s'appellent Elina Djebari et Charlotte Graby, le mémorial musical. Le mémorial musical, en fait, c'est comme il n'y a pas de monument qui est consacré à l'esclavage, etc., les artistes se servent de la musique pour créer cette espèce de monument, ce lieu, en fait, qui est un lieu au sein duquel on va performer, on va véhiculer un certain nombre d'idées, on va se réapproprier des choses. Ce sont des chansons qui vont être réinterprétées, etc. Et en fait, Elina Djebari et Charlotte Graby l'ont créé, ce concept, après avoir vu une interview de Toni Morrison dans laquelle elle expliquait que pour écrire ces ouvrages qui parlent de la population noire états-unienne et de leur lutte, en fait, elle utilisait, pour pouvoir penser l'esclavage, elle utilisait la musique. Et donc, voilà. Et donc, tout le travail de cette thèse, c'est de montrer comment, grâce à la musique, on a une mémoire qui existe, qui n'est pas raturée, qui n'est pas oubliée, qui n'est pas mise de côté. Qui se transmet. Exactement, qui se transmet. Et surtout, le fameux tabou qui existe, attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu ce tabou dans nos sociétés où on ne pouvait pas en parler, mais en tout cas, on ne pouvait peut-être pas en parler, mais on trouvait d'autres façons de le faire. Et encore une fois, ce tabou est à relativiser parce que dans certains parcours d'artistes que j'étudie pour cette thèse, en fait, il y en a certains, c'est leur grand-mère et leur mère qui leur ont expliqué l'esclavage. Par exemple, Gertrude Sénat, elle a eu un récit comme ça de femme où sa grand-mère qui a été esclave lui a expliqué dès l'enfance, voilà, j'ai été esclave. Et ça impliquait ça. Et le matin, même quand j'étais enceinte, le maître creusait un trou dans la terre, me faisait me coucher et me fouettait pour bien me rappeler que j'étais une esclave. Donc, et elle le chante? Elle le chante, oui, avec notamment un titre qui s'appelle La Dinette, qui est un titre folklorique.
Il y a des monuments, pour le coup, alors c'est intéressant ce que tu dis, on n'a pas de monuments en fait, hein, ou alors ceux qui étaient dans l'espace public d'ailleurs. Ce ne sont pas des monuments. Il y a eu des nègres marrons, mais il n'y a pas comment dire, il y avait Victor Schellcher, il y avait Joséphine de Beauharnais, il y avait aussi des Lambuc, mais dans l'espace public, des choses qui personnifient ça, c'est rare. En revanche, donc, le mémorial musical existe. Est-ce qu'il y a des monuments musicaux, des choses qui vraiment permettent de faire le lien finalement dans ce temps, dans cet espace temporel que tu as? Mona pourrait être ce monument musical. Eugène Mona pourrait clairement être ce monument musical. Mais en fait, ce qui est très intéressant à travers les monuments, et aussi c'est ce que je montre dans la thèse, c'est que par exemple, toute cette statuaire, c'est une statuaire en fait dans laquelle on va utiliser notamment Schellcher pour dire un certain nombre de choses qu'on ne peut pas dire encore une fois, et donc qui aujourd'hui ne correspondent plus aux statuaires, aux statues que l'on veut dans notre espace public, ou en tout cas auxquelles on s'identifie, mais qui à une époque voulaient dire quelque chose. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la mémoire a évolué, comment les rapports à cette histoire ont évolué, comment on se positionne. Et donc, entre 48 et 98, il n'y a pas de monuments proprement dit qui apparaissent, en tout cas de manière revendiquée, assumée, où la population s'y retrouve et y va, etc. Mais grâce à la musique, on a cet espace. Maintenant, je pense il nous faudrait, comme on a une tombe du soldat inconnu et ce monument au Mans des 2 guerres mondiales à Fort-de-France, il nous faudrait pareil. Alors, on a Lance Bélé aujourd'hui, mais peut-être multiplier ces points pour vraiment faire mémoire correctement et pouvoir honorer nos ancêtres. Et précisément, tu parlais de Gertrude Sénin. Est-ce que quels sont les autres artistes? Tu parlais aussi de Mona. On pense effectivement à Bois-Brillet. Tout à fait. Voilà. Donc qui raconte le moment de la vie peut-être pas de l'esclave d'ailleurs. C'est une mémoire, mais c'est une mémoire rurale. Oui, c'est une mémoire rurale. En fait, s'il y a une chanson de Mona qui parle... lever le matin, mon capron... Oui, exactement. En fait, il parle aussi, c'est une chanson hommage à quelqu'un qu'il surnommait Bois-Brillet, qui s'appelait Julien Bridas, et qui est un ouvrier, effectivement, de la canne à sucre qu'il voyait au Marigot, avec qui il discutait, qui lui expliquait ses difficultés, ce qu'il rencontrait, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une chanson à laquelle on ne pense pas de Mona, mais c'est Pitié. Et en fait, Pitié, où il chante « Rêvant à sa patrie lointaine, l'esclave pleure et maudit sa chaîne. » Il chante... Qui est moins connu. Exactement, qui est moins connu, mais qui est complètement une chanson où en fait, il plante le décor et ensuite, il prête sa voix à celle d'un esclavisé qui est dans la cale du navire négrier. Et en fait, il y a ce refrain un peu qui met un peu en transe, qui est un peu méditatif. « Oh, mon guerrier ». On a l'impression d'entendre le bruit des vagues, le bruit des chaînes, voilà. Et je crois que tu t'es intéressée à 103 œuvres musicales. 107. 107 maintenant, 107. La dernière fois c'était 103. Ouais, voilà. Yes. Y a l'opéra triangulaire de Guédon aussi. Exactement. Et tu t'es intéressée aussi à par exemple, au Bon temps des Caravelles. Oui, de Gérard Lavigny. Gérard Lavigny. Alors, c'est une vision doudouiste, mais peut-être qu'il y a des messages... Oui, c'est une vision doudouiste, mais c'est intéressant de voir comment Lavigny prend position et prend la parole sur un certain nombre d'éléments concernant l'histoire de l'esclavage et de la traite, et comment il a conscience de ce qu'il véhicule. Et c'est ce qui est assez fascinant. Donc on pourrait se dire non, c'est trop lisse, ça ne parle pas des esclavisés, ça ne parle pas de leur souffrance, donc ça ne rentre pas en compte. Et pourtant, justement, ce que la thèse déplie, c'est de montrer comment toutes ces chansons s'inscrivent dans un contexte. Et comment, dans ce contexte, même si la chanson ne dit pas certaines choses, parfois l'artiste, lui, parle et dit d'autres choses. Ton directeur de thèse, c'était Jean-Pierre Sainton. Exactement. Historien, et donc qui est décédé en 2023. Aujourd'hui, qui c'est qui dirige ta thèse? J'ai énormément de chance parce qu'on a pu faire la transition du vivant de M. Sainton, puisqu'il prenait sa retraite. Et donc aujourd'hui, c'est Myriam Cotias, historienne martiniquaise, et Audrey Célestine, politiste et historienne martiniquaise. Donc je suis très bien entourée. Voilà. La suite pour toi, c'est quoi?
Valérie-Anne? Eh bien, la suite, on l'espère pouvoir porter ma petite pierre à l'Université des Antilles, quand même, puisque c'est là où j'ai fait ma licence. J'ai appris avec Jean-Pierre Sainton, qui est quelqu'un qui a beaucoup donné à cette université. Et en fait, quand on voit la soif des Martiniquais et des Martiniquaises, mais plus globalement des Antillais et des Antillaises, pour leur histoire, je me dis, il faut porter sa pierre. Et puis après, je ne sais pas où me mèneront mes recherches, j'irai. Mais j'espère surtout que je resterai ancrée chez moi. Tu vas soutenir ta thèse quand? Ouh, question piège. Tu as fini? J'ai pratiquement fini, mais je ne donnerai pas la date, ça c'est clair. Le mot de la fin, néanmoins, ce sera quoi? Le mot de la fin, ce sera un merci, un très grand merci déjà de me recevoir. Un merci à ceux et celles qui me soutiennent depuis ces 7 années et même avant. Je pense à des personnes comme Christian Boutan, Gertrude Sénin, mais enfin, je pourrais vraiment pas tous les citer. Michel Béroir, Jocelyne Béroir, ils sont très nombreux et ce sont des personnes qui ne m'ont jamais lâché. Béni René Charles, Gilbert Pagot, enfin, c'est des personnes qui ont toujours eu un mot bienveillant, une petite tape sur l'épaule, un encouragement. Et puis il y a aussi toutes ces personnes qu'on ne connaît pas, enfin que vous ne connaissez pas, qui sont des anonymes, mais qui sont des amis, des proches, la famille. Ces personnes qui misent sur moi. Et qui me font confiance et qui sont toujours là, même quand parfois on se dit « mais pourquoi je me suis lancée dans ça ?» Et puis surtout mes parents et mes sœurs. Merci beaucoup, Valérie-Anne Edmond-Mariette. Merci.